monde. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de vous présenter une très belle personne inspirante qui s'appelle Nicole Canivec. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on le prononce? Oui, Nicole Oui! Canivec, merci. Bienvenue à toi, Nicole. Je suis très honorée de t'accueillir parmi nous. J'ai J'aimerais te demander comme première question, ben justement, que tu te présentes à nous, que tu nous dises qui est la Nicole d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton occupation et quel genre de femme es-tu? Ouais, alors moi j'aime bien dire je suis dans un Oui, premier temps parce qu'en fait j'ai découvert au fil de mon chemin qu'on est multifacette et que c'est vrai que la tendance qu'on a, c'est souvent de s'enfermer dans une étiquette. tout à Donc fait. je suis, c'est plus large et plus complet. Et ensuite, pour me présenter un peu plus, comment dire, concrètement, dans ce que je fais, donc je suis auteure, donc aujourd'hui troisième livre qui vient de sortir. Je suis sophrologue et chamane, ou en tout cas praticienne en soins énergétiques, dit autrement. Super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire brièvement de quoi, quels sont les thèmes de tes livres? Oui, bien sûr. Alors le premier, en fait, les deux premiers sont autobiographiques. Le D'accord. premier, c'est mes transformations de conscience suite à un accident de voiture très grave Mhm. où donc j'ai frôlé la mort et vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Mm. Donc voilà, donc ça c'est le premier livre qui est un témoignage finalement de ma vie un petit peu avant, l'accident, l'expérience de mort imminente, et puis ma vie après, et toutes les transformations qui se sont opérées en profondeur à l'intérieur de moi. Mhm. Donc de nombreux changements. Et le deuxième, c'est aussi autobiographique, c'est en fait la traversée de la maladie grave, dite incurable, qui a duré 9 ans. Mm. Et la quête encore de guérison, puisque j'ai un chemin de vie qui est très axé sur la guérison de l'être, on peut pas dire de l'être humain, mais ça aussi rejoindre son être lumineux, comme je l'appelle. Mais en fait, il peut y avoir dans certains chemins de vie beaucoup de blocages, beaucoup de mémoire aussi, et du coup, un grand chemin quand même de guérison à entreprendre pour certaines Mhm. âmes. Heureusement, pas pour tout le monde. En tout cas, c'était mon cas et donc ça m'a conduit, entre autres, au Brésil pour travailler avec les guérisseurs brésiliens, plein de choses que je raconte dans mon livre pour partager tout le chemin que j'ai pu entreprendre, y compris revenir dans les blessures d'enfance, etc., pour les retraverser autrement. Et donc, un chemin de guérison qui ne passe pas pour moi, en tout cas, dans mon expérience et dans tout mon parcours, qui ne peut pas passer que par la prise de médicaments, Mhm. hein, qui demande quand même d'aller visiter vraiment le corps physique, oui, mais aussi le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Mhm. Donc, pour moi, c'est ça. Et donc, je témoigne évidemment de tout ce chemin pour essayer aussi de montrer aux autres que c'est possible. Mais oui, ce n'est pas forcément simple quand même. Ce n'est pas un Mhm. coup de baguette magique. Il faut quand même le dire pour être honnête. Voilà. Et le troisième livre, du coup, c'est l'éditeur qui me l'a demandé parce que c'est plus un guide qui est conçu pour aider les gens qui ont une maladie grave actuellement. Donc, il y a des petits exercices d'introspection, il y a des méditations guidées, il y a des histoires qui peuvent inspirer ou redonner du courage ou de l'énergie quand on n'en a plus. Et il y a des citations qui sont aussi élevantes parce que quand on est gravement malade, et bien des fois on a des temps qui sont très bas et il faut pouvoir relever un peu notre énergie. Donc c'est un guide plus qui est vraiment orienté pour les personnes qui vivent une maladie grave ou une grosse épreuve, on pourrait dire aussi, parce que c'est un peu pareil au fond. Ah oui, tout à fait. Mm. Wow, que c'est inspirant. Ça donne vraiment le goût de les lire. C'est sûr que je vais Merci. les lire. J'aimerais que tu me parles maintenant de la Nicole d'il y a 15 ans. Qui était-elle? Alors, la Nicole, il y a 15 ans, elle était quand même axée sur, je dirais, les programmes un peu de la société qu'on nous a vendus, mais Mhm. inconsciemment, bien sûr, hein. Mhm. Donc, mon idéal, c'était en fait réussir une carrière professionnelle, c'était ça. Et peut-être après, faire un couple et avoir un enfant, une maison et un chien. Je rigole, mais c'est un peu le cliché dans Tout à nos fait. inconscients.
Et du coup, j'étais là-dedans. Donc, j'avais quitté ma région d'origine que j'aime beaucoup, qui est l'Hérault en France, sud de la France, pour suivre un conjoint de l'époque. Et je m'étais dit, bah, il faut quand même que tu te donnes les moyens, ça me fait rire aujourd'hui, de réussir ce couple, voilà, de faire une famille, un peu comme le plan traditionnel. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et, et en fait, la vie m'a arrêtée. La vie qui n'est autre aussi qu'une part de moi, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas une fatalité. Mais la vie m'a arrêtée dans mes projets et 2 mois après avoir arrêté la pilule pour, disons, peut-être justement donc faire cet enfant, eh bien, j'ai eu cet accident très grave. J'ai été donc stoppée net dans tous ces projets qui, au fond, étaient des projets, on va dire, de ma tête, issus du conditionnement, mais qui n'étaient pas réellement des élans joyeux de mon cœur. Donc, finalement, la vie m'a arrêtée parce qu'en fait, quelque part, on pourrait dire je faisais fausse route, mais je ne le voyais pas vraiment clairement. C'est ça, tu n'en étais pas consciente à ce moment-là. C'est ça. À travers ton parcours, face à quelle peur as-tu été confrontée? Alors, d'abord, je dois dire que cet accident, cette NDE, m'ont fait prendre conscience après du nombre de peurs qui étaient en moi. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas tellement conscience d'avoir plein de peurs. Bon, mais là, j'ai pu le découvrir. Et il y a eu la peur, par exemple, quand j'ai quitté mon conjoint, réalisant que je ne l'aimais pas vraiment, que je restais avec lui parce que j'avais mes projets dans ma tête. Et en plus, j'avais peur qu'il me quitte. Donc, finalement, ce n'était pas vraiment l'amour. Et c'est pas très glorieux de faire ces constats à l'intérieur de soi, mais c'est très précieux parce qu'on va vers la vérité. Et donc, j'avais peur au départ, par exemple, de le blesser, de lui faire trop de peine. Donc, c'est toujours quand même l'amour qui nous anime, je pense, même quand on est dans des schémas comme ça. Mais du coup, il est un peu, comment dirais, distorsionné. Il n'est pas à la bonne place parce qu'en fait, l'amour vrai, eh bien, c'est l'amour vrai. Il n'y a pas besoin de savoir si on va blesser l'autre ou pas. Si l'amour n'est pas là réellement, eh bien, c'est la vérité. Et finalement, l'autre, quelque part, doit le sentir à un niveau ou un autre de son être. Donc, toutes ces peurs, je les ai bien sûr dépassées. Il y a eu aussi la peur de la folie, qui est une peur très particulière à vivre. Parce que quand on vit une expérience de mort imminente, au début en tout cas, moi, je ne savais pas ce que j'avais vécu. Je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas ces sujets. Donc, il y a la peur un peu de devenir folle, entre guillemets, dans le sens, oui, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'est-ce que c'est que ces êtres de lumière est-ce qu'effectivement, j'ai pas eu un choc crânien qui fait que... Donc, des peurs comme ça, qui m'a fallu aussi un certain temps hein, pour naviguer et pour reconnaître que non, le monde invisible existe réellement et qu'effectivement, c'est un monde, ben, pareil, qu'il faut apprendre un petit peu à connaître, mais qu'il n'y a pas de problème avec ça, hein, parce que tout est énergie, dans le visible comme dans l'invisible de toute façon. Voilà, donc c'était une peur un peu délicate. Et puis aussi la peur de changer, de perdre son identité totalement parce que moi, j'ai perdu bien sûr mon statut social, donc mon métier. Après, j'ai perdu mon conjoint. Bon, j'ai perdu pas mal la santé à ce moment-là parce qu'après, j'ai fait une dépression. Donc, du coup, quand on perd tout, il y a une peur aussi, finalement, de ne plus exister quelque part parce que toutes les identités qu'on se connaissait et que les autres nous reconnaissaient, comme la directrice commerciale brillante qui réussit, blabla, ben, tout ça, ça n'existe plus. Et du coup, tout le monde est perdu, c'est-à-dire soi-même, mais aussi, bien sûr, nos entourages. Tout à fait. C'est vrai. Puis souvent, dans notre, je dirais, notre première vie, dans notre mode d'éducation, on n'apprend pas à se connaître réellement. On n'apprend pas à se définir comme personne, on se définit à travers le regard des autres, à travers nos expériences, à travers notre éducation, nos croyances, mais profondément, on ne sait pas qui on est.
Oui, C'est tout souvent à suite fait. à un choc comme celui que tu as vécu que tout à coup, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous. Hein. Oui, exactement, oui, oui, tout à fait. Et même, je dirais que moi, je me rappelle de ce conjoint avec qui j'étais avant l'accident. Je me rappelle très bien que donc il parlait, lui, par contre, il avait une forte conscience de lui-même. Et du coup, c'était très clair. Il parlait toujours au jeu et toujours très, très clair sur ses désirs, ses besoins, etc. Mm-hmm. Et je me rappelle bien qu'à un moment donné, moi, à l'époque, des fois, je le trouvais un peu, je dirais, comme égocentré, etc. Mm-hmm. Et en réalité, avec tout le chemin que j'ai fait après, j'ai vu que non, en fait, il était conscient de lui, conscient de qui il est, conscient de ses besoins, de ses goûts, tout ça, et que finalement, ça allait être mon chemin après de travailler ça pour moi-même, en fait. Donc, du coup, c'est toujours, quand on fait des rencontres, c'est toujours initiatique quelque part, parce que ce qu'on voit et qu'on peut peut-être critiquer un moment chez quelqu'un, c'est qu'il est en train de nous montrer quelque chose où nous, on n'est pas encore en place, en fait. Tout à fait. Mm. Mm. Tout à fait. Tu nous as parlé de ton événement bascule qui a été un accident de voiture. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est survenu puis de quelle façon ta mort imminente s'est manifestée? Oui, donc en fait, je revenais de passer un entretien professionnel et puis donc j'étais sur la route et à un moment donné, donc là, j'ai pas le souvenir de quelques instants avant le crash, mais en tout cas, ma voiture a quitté donc la route et j'ai percuté un arbre. Qui est d'ailleurs très symbolique, l'arbre, hein, dans les traditions un peu chamaniques et autres, c'est très symbolique. Et à ce moment-là, eh bien, moi, j'étais plus du tout dans ma voiture ou sur Terre ou Dieu sait quoi. J'étais dans un autre espace et j'étais à l'envers. Alors donc, je me suis dit, je fais le roulade pour être dans le bon sens, c'est-à-dire le ciel en haut, l'herbe en bas, comme d'habitude. Et en fait, c'est là, quand j'ai fait la roulade, que j'ai vu que je n'avais pas de corps physique. J'étais un peu surprise, mais sans plus. Après, j'étais dans le bon sens. Et là, c'est là que j'ai vu arriver donc ces êtres de lumière. Bon, je les appelle comme ça pour leur donner un nom, évidemment. Et ils arrivaient, ils glissaient comme ça vers moi. Et là, il y a eu un amour incroyable, inimaginable et assez indescriptible en réalité. Et une joie aussi très, très grande. Donc, ils riaient, on riait. C'était comme si on se retrouve. Et donc, quand on se retrouve avec des gens vraiment qu'on aime et peut-être qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est direct. Hein, c'est très, très joyeux, direct. Voilà. Et ensuite, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'après, je me suis retrouvée dans mon corps, dans ma conscience dans mon corps. Et c'est la main d'un pompier qui m'a, je pense, fait revenir, puisqu'il me donnait la main et il me parlait, il me disait ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et là, en fait, je suis revenue, on va dire, à la conscience ordinaire dans mon corps physique, avec évidemment beaucoup, beaucoup là, de douleur par contre. Aïe, 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 quelle expérience! Et tu disais que tu avais peur de la folie, mais suite à ça, là, de quelle façon tu as compris ce qui t'était arrivé réellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été mis sur ta route ou tu es tombé sur une lecture? Ou... Alors, au début, je n'ai pas, comment dire, j'ai parlé juste une fois de ça à ma mère à l'hôpital, aux soins intensifs, une fois. Elle m'a regardée, bon, pas plus, pas moins, mais elle n'a rien dit, bon. Et puis ensuite, plus tard, j'ai fait une formation donc, de sophrologue parce que j'ai participé à un stage chamanique qui m'a permis de prendre conscience que, en fait, je devais changer de métier aussi. Parce que du coup, moi, avant, j'étais donc dans le commercial et en fait, c'était plus ma route. Mais je n'en avais pas encore pris conscience aussi, hein, puisqu'on doit toujours prendre conscience de la nouvelle route qui nous attend et ce n'est pas toujours facile. Et en fait, grâce à ce stage, j'ai réalisé que, au début, je pensais peut-être psychologue ou quoi, mais en fait, j'ai dit non, plutôt sophrologue, c'est mieux. Et tout est déjà sur la route, puisque avant l'accident, j'avais été, comme par hasard, voir une conférence d'un directeur d'école de sophrologie qui expliquait la sophrologie, c'est quoi tout ça. Moi, je me rappelle que je le trouvais un peu lent, je disais, oh là là, il a un débit, ça m'endort. Mais c'était rigolo parce que, en fait, c'était déjà comme la vie, mais les pions en place.
Et à l'hôpital, j'ai pu bénéficier aussi une fois de 2 séances courtes de sophrologie. Et quand j'étais vraiment farcie de douleur, c'était comme 2 petits moments d'évasion magique. Donc, c'était très précieux. Donc, tout était en place déjà. Et j'ai pu faire cette formation donc, de sophrologue et changer comme ça aussi de métier. Super. Ici au Québec, on ne connaît pas vraiment ce que ça veut dire la sophrologie. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement? Ah d'accord, oui, oui, bien sûr. Alors en fait, le gars qui l'a créé, c'était je crois qu'il était espagnol, Caicedo. Et en fait, lui, son idée, c'était l'ouverture de conscience pour que chaque être soit vraiment en cohérence avec lui-même dans sa manière de mener sa vie, avec ses propres valeurs, avec son propre être. Donc c'est ça. Et au départ, c'était un médecin psychiatre. Voilà. Il était psychiatre, mais à l'époque, on soignait ceux qui étaient des pathologies lourdes, mentales, on les soignait par des électrochocs, en tout cas en France. Et lui, il voyait que c'était déprimant, que c'était la catastrophe au niveau des résultats. Et il est parti en Inde parce que sa femme, qui était française, était prof de yoga. Et il trouvait quand même que sa femme, bon, était toujours calme, toujours des trucs quand même qualitatifs, tout ça. Donc il est parti, il devait partir, je crois, 2 mois, il est resté 2 ans. Wow. Il a appris donc le yoga, mais c'est surtout qu'après, il a formaté sa méthode, on pourrait dire, qui donc puise bien sûr dans le yoga, mais pas que, parce qu'il l'a adapté aux occidentaux. Donc on pourrait dire que c'est comme des méditations guidées par la voix, mais avec des temps quand même de silence importants, pour ramener la personne à elle-même et aussi surtout à son propre corps, pour sentir, ressentir et se réapproprier finalement tous les capteurs qui sont dans notre corps qui peuvent nous aider aussi à nous diriger. Si on n'est que dans la tête, ça ne marche pas pareil en fait, c'est pas du tout connecté quoi. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. À travers ton parcours, quel a été ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'a animé à l'intérieur? Alors, ce qui m'a animée au départ, après, je dirais l'accident lui-même, c'était quand même que j'avais touché un amour et une joie incroyables, indicibles, et que je ne trouvais pas dans mon pays ça. Je ne trouvais pas la connexion. Donc moi, c'est les chamans qui m'ont attirée automatiquement, les Indiens d'Amérique et tout ça. Et quand j'étais très malade, je regardais leurs photos sur Internet, et ça me donnait quelque chose dans mon cœur. Et donc, la première chose que j'ai fait quand j'ai pu voyager, mais encore j'étais quand même en sale état, mais sous morphine, antidépresseur et autres, mais c'est comme si la guidance m'avait dit, tu vas aux États-Unis et tu vas au Peace Village, qui est un lieu donc dans le Vermont, où il y a un centre qui s'appelle donc Peace Village, qui est tenu par une chamane Cherokee, Diane Wahoo, et aussi d'ailleurs il y a une connotation, comment ça s'appelle, bouddhiste, je cherchais mes mots, puisqu'il y a un temple bouddhiste et elle a été bénie par le Dalai Lama. Et donc, dans ce lieu, c'est là que j'ai pu, grâce à des cérémonies de guérison, arrêter d'ailleurs les traitements antidépresseurs et morphiniques. Donc, il y avait cette connexion hyper puissante avec les chamans, avec les peuples premiers, je pourrais dire, globalement. Mais c'était inexplicable pour moi. Et donc, évidemment, moi-même, déjà, je ne comprenais pas tout. Et donc, ma famille était très perdue parce qu'ils ne me reconnaissaient plus du tout. Ben oui, j'imagine. Tu t'es vraiment, en quelque sorte, abandonnée à ton élan intérieur sans comprendre, mais sans chercher à contrôler non plus. Tu t'es vraiment ouverte à ça. C'est ça. C'est vraiment fascinant. Puis j'imagine que tu es tombée sur cette chamane-là, mais tout s'est mis à devenir fluide, j'imagine, suite à ça, parce que quand on choisit d'écouter cet élan-là, c'est comme si il n'y a pas vraiment de résistance. La vie nous amène une chose après l'autre. Je ne sais pas ton parcours, comment ça s'est déroulé par la suite, là? Oui, ça s'est enchaîné en fait, ça s'est enchaîné au fur et à mesure, c'est-à-dire que effectivement, comme il y avait cette connexion qui vient sûrement de ma NDE, parce que je n'avais pas ces centres d'intérêt avant,
après, les choses venaient à moi, c'est-à-dire j'ai fait une formation de formateur à l'université de Montpellier en parallèle de ma formation de sophrologue. Je paraissais un peu comme une extraterrestre là-bas parce que je leur parlais du grand esprit, etc. Ils me regardaient un peu bizarrement, mais enfin, de toute façon, c'était comme ça. Et en fait, je me rappelle un jour devant la porte de l'université, je vois le chaman Louis Sansa vient donner une rencontre. Voilà, c'est-à-dire que les informations, elles arrivaient à moi. Tout simplement, je ne faisais pas des recherches effrénées pour savoir quoi faire et qui voir. Les informations venaient dans mon champ et du coup, c'est toujours comme ça pour tout le monde. Les informations viennent dans notre champ, sauf qu'il nous faut, nous, être attentifs, évidemment, pour les voir et puis surtout répondre. Ben oui, parce qu'on peut aussi voir l'information qui peut-être nous tilte et ne pas répondre si on écoute, par exemple, trop notre tête. Ben, tout à fait. Donc, c'est vraiment suivre le cœur, suivre l'intuition. Et si ça résonne, ne pas se poser trop de questions et se dire, bah, j'y vais. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment un beau message que tu envoies aujourd'hui parce que souvent, on a des messages qui nous arrivent, des informations. Tout à coup, on est très emballé, puis après, c'est le mental qui reprend le dessus. Ah, les peurs, oh non, il va y avoir des obstacles et on se freine comme ça. Oui, c'est ça. C'est inspirant de t'écouter aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises à quoi tu attribues ton succès. Je sais que tu n'aimes pas le mot succès, mais à quoi tu attribues ta réussite en quelque sorte? Oui, j'aime pas le mot succès parce que je vais quand même juste poser quelques mots dessus. Parce que pour moi, vous savez, quand on dit succès, voilà, on peut dire, ah ben moi, alors j'ai du succès, puis moi, j'en ai pas. Et du coup, ça peut poser des problèmes pour tous ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment. Et en fait, pour moi, je dirais que le succès, si on emploierait ce mot, ce serait d'être en cohérence avec son être. Ce serait ça, c'est-à-dire que si notre être, il dit, ben, moi je vais, je sais pas, être par exemple maman parce que c'est ma passion de moment pour ma vie, ben, c'est génial, c'est un succès. Si quelqu'un est malade et que son succès du moment, ben, c'est d'essayer par tous les moyens qu'il va trouver lui-même d'accéder de nouveau à sa guérisons, ben, c'est son succès. Ben oui, voilà, donc c'est vraiment un succès élargi parce que souvent on l'a mis sur des trucs financiers ou de la carrière professionnelle. Et pour moi, c'est vraiment trop étriqué. Tout à fait. Moi, je vois le succès plutôt comme une paix intérieure, un certain alignement. C'est plus à ce niveau-là. Oui. Quelle est la plus belle chose, selon toi, que la vie t'ait enseignée jusqu'à maintenant? Je crois quand même que c'est quand même accueillir ce qui est. Et quand je dis ça, c'est vrai qu'on entend, ça fait un peu bateau parce qu'on entend beaucoup. Mais c'est quand même, derrière les mots, c'est vraiment une expérience à vivre, surtout quand c'est difficile. Parce que bien sûr, quand c'est joyeux, ben, tout le monde se régale, c'est normal. Mais quand c'est difficile, moi j'ai connu vraiment dans la maladie, vraiment la honte, plein de sentiments très, très désagréables. Et du coup, avoir cette présence d'amour que nous sommes, pour venir soi-même remplir ce moment très difficile, par exemple, qu'on vit, là, ça prend tout son sens. Et là, je dirais que c'est le cœur vraiment en action. C'est pour ça qu'accueillir ce qui est et ne pas vouloir systématiquement autre chose, moi, je trouve que c'est la plus grande leçon que j'ai apprise grâce à la maladie. Ce qui ne veut pas dire de devenir fataliste et de subir quoi que ce soit. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut être capable d'accueillir là où on est, ce qui est maintenant. Tout à fait. Vraiment. Puis ne pas se considérer comme une victime, mais sentir que la vie nous apporte un enseignement à travers ça. Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très très précieux que j'ai mis des années aussi à bien maturer, parce qu'il y a plusieurs niveaux toujours et de couches de profondeur dans lesquelles on peut aller en nous. Et réaliser plus profondément qu'on a toujours le choix entre ces deux postures. Je me place en victime ou je me place en créatrice. Si je me replace en créatrice, je sais que ce qui est là, bah oui, c'est là et il faut s'en occuper certainement.
Mais déjà, au niveau de sa puissance personnelle, on respire mieux quand même. Tandis que si on se place comme une victime, eh bien, on va accuser tout, la vie, Dieu, je ne sais quoi, les autres. Mais ça n'a aucun sens parce que tout est en nous, en fait. Et donc, c'est nous qui devons accueillir ce qui est peut-être le résultat de tout un tas de choses d'avant. Et c'est comme ça, il n'y a pas de problème, tant pis, on fait comme ça. Et puis aujourd'hui, notre pouvoir, il est là, dans aujourd'hui. Exact, tout à fait. Au cours de ton parcours, sur quelles ressources as-tu pu compter? Que ce soit humaine, matérielle. Alors, bon, il y a eu plein de ressources. Hein. Je dois dire qu'on est toujours aidé pour moi. Hein. Dans ma vision, on est toujours aidé pour peu qu'on s'ouvre aussi, évidemment, à écouter, voir les signes et tout ça. Donc, il y a eu, bien sûr, des tas de ressources humaines, parce qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des thérapeutes, je me suis fait beaucoup aider, et j'insiste que quand on est confronté à des épreuves, c'est important de s'ouvrir à se faire aider par des vrais humains aussi. C'est très important. Hein. Et puis, je trouve que ça fait aussi travailler notre humilité, parce que comme ça, on se rend compte que oui, on ne peut pas tout, et on a besoin des autres qui peuvent nous aider. Donc, moi, j'ai eu beaucoup d'aides très concrètes, chamans et autres thérapeutes, parce que je me suis ouverte à beaucoup de choses. Et aussi, toujours, ces aides pour moi spirituelles, c'est-à-dire ces êtres de lumière, c'est-à-dire que vraiment, toujours, je les appelais, je leur demandais de m'aider pour bien me guider, bien me diriger. Et j'essayais voilà, d'être toujours reliée à cette foi et cette confiance, même dans les moments très difficiles. C'est très important. Et aussi dans les bons moments, de les remercier toujours pour leur aide et leur soutien. Je trouve ça très important. Donc de se relier quand même toujours à quelque chose de plus grand que soi, je pense que c'est important, selon les croyances de chacun, on peut dire la vie, la source ou je ne sais pas. Et puis, s'ouvrir à des aides très concrètes humaines, parce que, notamment quand on est très malade, l'énergie est très basse, et donc il faut avoir des aides pour pouvoir aussi récupérer nos énergies. Vraiment. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise, selon toi? Je crois que la plus grande leçon quand même, ça vient direct là, c'est quand même l'amour de soi. Parce que au départ, avec cette NDE, donc j'avais connecté à un amour tellement magnifique et une joie tellement exponentielle que bien sûr, moi je cherchais ça absolument. Et au départ, comme beaucoup d'humains, je pense, je le cherchais ou je l'attendais à l'extérieur. Tout à fait. Donc, petit à petit, par les expériences qui sont venues après, notamment la maladie, qui est une grande initiatrice, très puissante, elle resserre un peu les taux pour que, effectivement, on se recentre vraiment complètement sur soi-même et qu'on soit soi-même cet amour, cette lumière, cette joie, ce propre refuge. Et donc, et une écoute profonde qui devient très profonde. Voilà, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute aussi en soi. Donc, c'est revenir à cet amour de soi qui a été vraiment mal compris, je crois, et mal aussi, mal jugé aussi, parce qu'on nous a beaucoup fait penser qu'il fallait d'abord aimer les autres. Mais en réalité, si on ne s'aime pas soi-même, si on ne se respecte pas soi-même, si on n'est pas à l'écoute de notre être, on ne va pas pouvoir réellement aimer quelqu'un et comprendre aussi, par exemple, qu'il soit à l'écoute de son être, qu'il se respecte, qu'il respecte ses besoins. Donc, c'est très important de revenir à cet amour de soi qui est très sain et très positif en réalité. Vraiment. Quelle qualité as-tu développée au fil de ton expérience? La patience, parce que c'était pas mon truc premier, la patience. La patience et puis, je dirais toujours cette foi profonde en qui nous sommes, je dirais, profondément.
Et c'est vrai qu'on a été tellement, tellement déconnectés de qui nous sommes vraiment, que c'est quand même, pour beaucoup, peut-être pas tout le monde, mais pour beaucoup d'humains, un long chemin de se reconnecter vraiment à qui nous sommes vraiment. Parce qu'en réalité, nous sommes extrêmement puissants. Notre esprit est extrêmement puissant et créateur, mais ça nous demande une attention, une vigilance, euh, parce que notre corps, on pourrait dire, c'est comme une terre, un terreau fertile en fait, et si on y met des pensées que négatives ou de soucis ou de stress ou de doutes, etc., en fait, c'est ça qui va pousser, entre guillemets, aussi là-dedans, dans notre terre. Et du coup, ça demande quand même vraiment un job quand même à faire intérieur de présence, de vigilance pour voir qu'est-ce que je nourris dans cette terre. Et même si on est malade, maladie grave, je tiens vraiment à témoigner de ça, c'est la même affaire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on renie les émotions, ça ne veut pas dire qu'on renie que là aujourd'hui, je suis par exemple, je ne suis pas bien, imaginons, et ça ne va pas du tout. C'est OK, c'est à traverser. Mais dès que l'émotion, elle a été vraiment vécue, traversée, renourrir la confiance, renourrir les capacités de régénération du corps. Et ça demande cet amour qui, du coup, se concrétise déjà dans sa propre terre, en fait. C'est une très belle image que tu amènes là. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais effectivement, ça parle. Est-ce que tu arrives à retirer, en prenant une vision, en t'éloignant un petit peu, en prenant, comment je dirais ça, un peu de hauteur par rapport à tout ce que tu as vécu, arrives-tu à retirer du positif de chacune des étapes que tu as vécues? Ah oui, absolument, parce que vraiment, c'est des initiations, certes difficiles, que les gens peuvent avoir sur leur chemin, mais en réalité, pour rien au monde, en fait, je voudrais retourner à 34 ans, hein, parce qu'en fait, j'étais pas du tout la même, je n'avais pas du tout cette profondeur, cette vision profonde. J'étais vraiment presque, on pourrait dire, quelqu'un d'autre, entre guillemets. Et effectivement, pour moi, tout ça, c'est des cadeaux, et c'est des cadeaux aussi qu'on partage après avec les autres, pour que chacun, on s'inspire les uns les autres, pour retrouver toujours plus cet amour, cette joie que nous sommes en fait. Et si c'est à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou différemment? Bon, alors c'est vrai que moi, je dis que tout a été parfait parce que je pense que c'est une bonne façon de voir notre vie et de ne pas nourrir aussi aucun regret. Mais si vraiment, vraiment, je pouvais faire autrement, je pense que j'aurais aimé être plus authentique dès le départ, c'est-à-dire écouter plus ma vérité intérieure, toujours en tout temps, et l'exprimer dès le départ. Et bien sûr, ça n'était pas possible parce que je n'étais pas là, hein, vu les schémas que j'avais. Donc, il n'y a pas de regret. Mais je tiens quand même à souligner cette importance de l'authenticité avec notre être et de l'expression. Surtout, ça c'est un grand pas. Il y a un gros travail. Oui, il y a eu un gros travail, en tout cas pour moi, mais ça venait aussi de l'histoire de mon humaine. Hein. Il y a eu un gros travail de fait sur le chakra de la gorge et sur la voix et sur l'expression. Parce qu'il ne suffit pas, par exemple, d'être conscient que là, tiens, par exemple, imaginons, je dis oui alors que j'ai envie de dire non. Il ne suffit pas d'être conscient de ça. Faut-il encore que la personne ait retrouvé son chakra de la gorge actif et qu'elle puisse mettre en mots toutes ces choses au-delà, je ne sais pas moi, de ses peurs, peu importe, mais voilà. C'est très important. En tout cas, moi, j'ai eu un gros travail à faire sur tous les chakras, mais le ventre particulièrement et chakra de la gorge. Donc, j'ai utilisé notamment le chant et la danse. Génial. Si tu tombais face à face avec la Nicole d'il y a 15 ans, que lui dirais-tu? Ouais,
Je lui dirais quand même que, parce qu'il y a eu des moments vraiment, vraiment difficiles, hein, vraiment difficiles, je lui dirais, crois toujours, toujours à ta petite lumière intérieure. Même si tu comprends pas, même si, bon, c'est pas clair, ne cherche pas à voir très loin, cherche à voir aujourd'hui, éventuellement demain, le pas à faire. Mhm. Voilà, je la rassurerai sur ça et sur le fait que, voilà, il y a une route, il y a un accès, mais ça se fait au fil du chemin, en marchant ce chemin. Mhm. Et cette Nicole-là, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en voyant la Nicole d'aujourd'hui? Ah, ben, elle dirait quand même, je pense qu'elle dirait qu'elle est contente. Mhm. Elle est contente parce que, voilà, il y a eu ces retrouvailles plus profondes avec mon être et il y a eu vraiment oser aussi aller plus vers tout ce qui fait sens et tout ce qui fait joie. Mhm. Et ça, je crois que c'est très important pour tous les humains, en fait, qui nous écoutent. C'est vraiment ne pas remettre peut-être à plus tard, quand vous serez à la retraite ou je ne sais quoi, de faire votre peinture ou d'aller danser si ça vous apprendrait, vous aimeriez apprendre à danser. Je crois qu'on ne se rend pas compte parce qu'on a été tellement formaté, mais la vie, on ne sait pas jusqu'à quel temps nous avons ici. Et c'est très important de mettre des choses voilà, qui vous plaisent et qui vous donnent des énergies maintenant dans votre vie. Tellement. Hein? Se libérer de certaines peurs, comme la peur de se faire juger, puis de vraiment oser suivre cet élan-là parce qu'on en retire tellement. Tellement, tellement. Oui, Mm. quitter toutes les peurs de jugement, toutes les peurs de ne pas y arriver, s'il faut Mm. apprendre. Moi, je vois, j'apprends un Tellement. instrument de musique là. Ben oui, c'est un peu la galère au début, mais tant pis, chaque petit progrès, c'est un petit progrès. Et ne jamais oublier que, ben justement, hein, toutes les choses dans lesquelles on peut se lancer, quoi que ce soit, eh bien, il y a plusieurs phases. Et donc, ça fait partie du chemin, ces petits pas, puis Mm. ces petits pas en plus encore. Tout à fait. Mm. Mm. Quelle est ta philosophie au quotidien maintenant? Alors, ma philosophie, c'est de vraiment habiter le présent, euh, de vérifier plusieurs fois par jour mon état d'esprit. Mm. Hein, donc, vraiment avoir cette petite truc qui dit, ah, ok, t'es où là au niveau de tes pensées, de ton mental, et Mm. aussi de sourire. Donc, moi, j'intègre le sourire plusieurs fois par jour, parce que vous savez, des fois, on travaille, bon, on n'est pas en train forcément de sourire sur son ordi quand on travaille ou quoi, mais plusieurs fois par jour, pareil, je me dis, hop, moment sourire. Moment sourire, bah, c'est un petit moment où je souris réellement, quoi qu'il en soit des nouvelles que j'ai pu Mhm. avoir par ailleurs, c'est pas grave. Et en fait, quand on le pratique, on se rend compte vraiment que ça change notre énergie. Mm. Même si ça ne dure pas 3 minutes, même si c'est peut-être 1 minute sourire, bah vous verrez que si vous le faites plusieurs fois par jour, vous verrez que ça change votre énergie. Mm. Mm. Je trouve que ça va rechercher un petit peu, on est souvent en attente que l'extérieur nous amène quelque chose. Hein. Souvent, on va sourire par rapport à quelque chose qui nous a apporté une belle nouvelle, quelque chose comme ça. Mais en fait, ce que tu expliquais tantôt, c'est que le bonheur, l'élan, la joie est à l'intérieur de nous et c'est nous qui la diffuse. Donc, si on sourit, Mm. ça a un impact. Mm. Voilà. Et le premier impact, c'est en nous, dans notre biologie, dans Mm. notre chimie de notre terre. Et en même temps, c'est positif aussi parce que l'extérieur, ben, c'est vrai que si on rencontre des autres, eh ben, ils sont contents aussi plutôt si les personnes sont souriantes. Ben, tout à fait. Ça Mm. communique. Mm. Oui, vraiment. Mm. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui vivrait un moment difficile comme celui que tu as vécu il y a 15 ans? Ou qui vit présentement une maladie ou qui vit vraiment un événement difficile dans sa vie? Alors, je conseillerais donc ce fameux accueil de ce qui est dans le Mm. moment. Ça, c'est très important et c'est une pratique, c'est pas une théorie. Donc, ça veut dire s'accueillir avec beaucoup, beaucoup d'amour et de réconfort. Si, Mm. par exemple, la personne, je ne sais pas, est dans des émotions difficiles par rapport à ce qu'elle vit, eh bien, c'est, par exemple, pleurer si ça doit pleurer, c'est tout à fait très bien. Mm. Et puis, après, se choyer soi-même. Mm. Pareil, ne pas attendre de l'extérieur, même si donc les thérapeutes sont là aussi pour ça, pour nous aider un peu et tout ça, c'est parfait, mais
on a aussi notre part à faire. Et donc, moi, quand j'étais beaucoup malade, je prenais des temps, j'appelais l'énergie guérisseuse. On a tous des capacités comme ça, ne vous inquiétez pas. Vous le faites, vous ne vous posez pas 3000 questions. Et moi, je posais mes mains sur mon ventre, beaucoup, voilà, tout doucement, et je respirais. Et on peut apporter des mots, hein, on peut apporter des mots en disant merci mon corps, tu fais de ton mieux, merci pour ce qui marche bien déjà. Donc, il y a toujours moyen de s'aider soi-même énergétiquement par rapport à des traversées. Et la première chose, c'est quand même l'accueil. Donc, s'il y a une émotion, s'il y a de la peine, c'est pas la peine de bloquer les larmes et de les remettre dans le corps. On laisse circuler la peine, on laisse couler. Et après, on peut se chouchouter avec tendresse et bienveillance. Donc, c'est pas du déni du réel, c'est l'accueil du réel. Et à côté de ça, je fais ma part aussi pour essayer d'amener dans cette terre le maximum de bonnes énergies. Quel beau conseil! Comment t'entrevois ton avenir, toi? Quel est ton rêve actuellement? Alors, moi, j'ai du mal à voir vraiment mon avenir, mais je dirais que ce que je souhaite, c'est toujours suivre cette guidance interne et respecter cette cohérence interne. Et finalement, aller là où on m'appellera, ou là où la vie m'appellera, sachant que la vie, c'est aussi moi, bien évidemment. Mais quand je dis ça, ça serait un peu mon moi supérieur, qui n'est pas mental, justement. Hein, parce qu'on peut avoir des projets mentaux avec notre tête et on peut avoir des projets de notre être, de notre âme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est suivre mon âme. Et je pense, voilà, continuer à contribuer le plus largement possible, que ce soit sous forme d'ateliers, sous forme de livres, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà ce qui sera là pour moi, pour continuer à accompagner quand même les êtres humains qui sont sur leur chemin. Merci tellement, Nicole. C'est vraiment une magnifique rencontre aujourd'hui. Tu es inspirante et tu donnes des conseils tellement accessibles à toutes. Merci infiniment pour ton partage, ta contribution, puis je te souhaite énormément de succès dans tous tes projets. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour tes questions et pour ton énergie aussi, très agréable. Ça fait plaisir. Alors, je te dis au plaisir, à bientôt, parce que c'est certain que nos routes vont se recroiser. Au grand plaisir. En plus, j'adore votre pays. Oh, génial! Ça va nous faire plaisir de te recevoir. À bientôt! Juste un clin d'œil, j'en parle dans le 4e livre que je suis en train d'écrire, qui va être des canalisations avec les êtres de lumière. En fait, vraiment, ça m'avait tilté dans ce pays, plein de choses, mais notamment aussi ce truc de je me souviens, qui me faisait penser à je me souviens de qui je suis vraiment. Et je pense qu'on est là, dans ces temps actuels qu'on vit aussi, on est là, tout se met en place, ça sert un peu parfois, oui, comme des contractions, mais tout se met en place pour que chacun de nous se souvienne de qui il est vraiment. Et c'est beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, mais il nous faut le retrouver. Quel beau mot de la fin. Merci. Merci de tout cœur. Je te souhaite une belle journée. Pareillement, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.